Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard observé dans le démarrage de cette émission. L'info qui continue donc sur Canal 3 Bénin. On s'achemine progressivement vers la fin des travaux des assises nationales ayant donné naissance au renouveau démocratique au Bénin. L'histoire nous retourne à la journée du 27 février 1990. 35 ans après, les souvenirs sont encore vivaces chez certains, surtout chez ceux qui ont réellement vécu ces événements. Mais qu'en est-il exactement chez les jeunes? Sinon, que peuvent dire les jeunes de cette rencontre historique? Eh bien, on harmonise nos réflexions ce soir sur le regard que porte la jeunesse sur la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. En plateau, nous sommes avec un confrère journaliste, Michel Arounon. Michel, bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Alors, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Allez, on revisite un peu l'histoire. Février 1990. Nous sommes aujourd'hui le 27 février. Ça fait donc 35 ans en arrière. Quel souvenir ou quelle connaissance vous avez de cette conférence nationale? Oh, merci, cher confrère. On peut pas parler de connaissances parce que nous étions tout petits à l'époque. Et je pense que celui qui a... Vous avez bien fait de dire dans votre introduction que ça fait 35 ans aujourd'hui. Oui. Et je pense que en 1990, le bébé qui naissait aujourd'hui est adulte. Et puis, c'est il a déjà fini ses études. Et ça veut dire qu'entre-temps, il aurait appris des choses par l'histoire et dans les livres. Donc, les jeunes de 35-40 ans, ce qu'ils peuvent dire des assises de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, ça va être simplement ce qu'on leur a restitué à travers l'histoire. Et c'est pour cela que l'histoire a tout son sens. Parce qu'il aurait fallu que l'histoire ait été tronquée, ou que cela ait été mal rapporté, ou mal raconté, que on pourrait ne pas vraiment se trouver dans le cadre qu'il faut pour restituer de génération en génération ce qui s'est passé en bien, en mal, et ce qu'on peut retenir pour faire avancer, pour faire progresser notre pays. Donc si vous prenez le bébé qui naissait en 1990 aujourd'hui et qui a 35 ans, qui est adulte, qui a étudié, qui a appris beaucoup de choses, il parlera des assises, mais pas parler en tant que témoin, mais en tant que quelqu'un qui a appris de ce que les autres ont fait. D'accord. Alors, de ces documents historiques qui existent, de ces annales de l'histoire des archives sonores que vous, personnellement, vous avez sans doute revisité, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué de cette rencontre historique? Bon, la première fois qu'il m'est arrivé de faire des recherches sur ce qui s'est passé à la conférence nationale, je suis tombé sur un ouvrage dans une bibliothèque de la place qui avait pour titre « Les actes de la conférence ». C'est ça. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait un rapport journalier de tout ce qui était décidé et des propos de chacune des personnalités qui représentaient les différentes entités à la conférence. C'est ça. Ce que je note de très important, c'est qu'il y avait le sens d'engagement et la volonté de réussir ce qui se préparait et ce qui se tenait. C'est ça. Et vous allez voir, j'ai voulu dire qu'il faut donner tout son sens à l'histoire. Pourquoi? Parce que de génération en génération, vous allez voir que certains des acteurs principaux de ces assises ne sont plus avec nous aujourd'hui. Paix aux âmes des disparus. D'accord. Mais dans 20 ans, dans 50 ans, vous allez faire face à une génération d'hommes et de femmes appelés à diriger le Bénin qui ne sont pas acteurs de la conférence où des décisions ont été prises. C'est pourquoi il est important que ceux qui sont appelés à assurer la relève apprennent beaucoup de l'histoire. Mais vous avez plus de chances à apprendre lorsque ceux qui étaient les acteurs de cette histoire sont encore avec vous. C'est pourquoi j'ai aimé certaines vidéos qui sont passées, les acteurs dans leur prise de parole, ce que chacun a apporté comme contribution, comment le souci était de sauvegarder l'ordre et de tout faire pour que l'avènement du renouveau démocratique puisse
est une réalité. Est une réalité. Donc, que ce que nous tirons de l'histoire, que ce sens d'engagement caractérise toujours notre jeunesse. D'accord. Et que la jeunesse qui est appelée à prendre à assurer la relève, assure une relève de qualité. Parce que vous ne pouvez pas diriger, gouverner lorsque vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. D'accord. Alors, je vous ai présenté comme journaliste. Je voudrais maintenant qu'on aborde le volet qui concerne un peu notre corporation. Qu'est-ce que vous savez de ce qu'ont vécu, n'est-ce pas, les aînés avant les assises de 90? La vie de la presse avant 90. Non, bon, je n'étais pas un acteur de la presse avant 90. Oui, donc, bien entendu, ce que les aînés ont raconté. Si je dois dire quelque chose, c'est ce que j'ai appris des aînés. Bien entendu. Et ce que j'ai appris aussi par les livres. Oui. Et pour dire que à la conférence nationale, avant, ou si vous voulez, pendant la conférence nationale, il n'y avait pas la presse privée, par exemple, qui était aussi émancipée que ce que nous avons aujourd'hui. La presse d'État et la presse privée, je crois, si mes souvenirs sont exacts, à peine 2 journaux. Hein, en effet. Et Tam Tam Express et Gazette du Golfe, qui n'étaient même pas des quotidiens. Je crois que c'était des hebdomadaires. Et c'est la conférence nationale qui a déclenché l'ère de la démonopolisation de l'espace audiovisuel. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des médias privés, les télévisions privées, sont nées après la conférence nationale. Et il y a eu cette floraison de parution des titres désormais. L'avènement de la loi 97-10 sur la libéralisation de l'espace audiovisuel pour encadrer un peu, parce que l'État venait de libéraliser l'espace audiovisuel. D'accord. Et notez aussi que pour ce qui concerne les médias, les acteurs des médias, les journalistes, que c'est aussi à cette conférence que nos aînés qui ont pris part à la conférence, qui ont assuré la couverture médiatique de cette conférence, non seulement ont fait preuve d'un professionnalisme, mais aussi que ceux qui ont participé ont pu prendre la parole, ont pu libérer la parole et montrer pourquoi il était important que dans le niveau dispositif, ou si vous voulez, dans l'architecture institutionnelle qu'on allait mettre en place, qu'on puisse donner une place à la presse. Et d'où a été émise l'idée de créer une institution de la République qui sera chargée de sa promotion et de sa protection. C'est ça. Je note ces étapes-là comme des étapes importantes parce que n'eût été cette prise de parole, n'eût été cette participation, n'eût été et cet engagement et les idées qui ont permis de mûrir les réflexions pour en arriver là, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui il y a Canal 3 et que nous sommes en train de parler ici, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu la loi sur la libéralisation de l'espace audiovisuel. Pour donner naissance à ces organes privés plus tard. Donc, il y a eu la démonopolisation de l'espace audiovisuel, ce qui fait que la presse n'est plus seulement du service public, mais que l'État permet aux privés aussi d'investir dans le secteur des médias et permettre aussi à ce qu'il y ait des journalistes. Alors, quand on écoute les aînés, n'est-ce pas, qui nous parlent, je dirais, de ce qu'ils ont vécu avant ces assises nationales qui ont amené la démonopolisation donc, de l'espace médiatique au Bénin, il y a des moments de frayeur, ceux qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, des formules qu'il fallait utiliser en direct au cours des émissions ou des éditions de journal, certains qui ont été embastillés, s'il faut dire les choses ici. Quelles leçons vous pensez que cela devrait donner à la nouvelle classe de journalistes aujourd'hui? Non, nous retenons simplement que ce que nous avons aujourd'hui est un héritage que nous devons protéger, promouvoir et préserver aussi. Parce que des gens ont fait des sacrifices avant nous. C'est là aussi que nous devons comprendre aussi que nous devons aussi faire quelque chose en termes de sacrifice pour les générations qui viennent après nous, et ainsi va la vie. D'accord. Ceux qui l'ont fait vont passer, nous aussi nous allons passer, des générations vont revenir. Donc, il faut faire en sorte que chaque génération apporte sa contribution positive à l'édification d'une nation prospère dans laquelle on puisse avoir une presse véritablement libre mais responsable. Et c'est ce qui se fait de génération en génération. Nous avons beaucoup de
de ceux qui ont pris part aux travaux de la conférence, les aînés qui ont couvert la conférence, qui sont encore avec nous, oui. et qui se sont exprimés même ces derniers jours. Ces derniers jours, oui, ils ont défilé. J'ai beaucoup apprécié les différentes émissions qui ont été diffusées. Et là encore, j'ai encore beaucoup appris. D'accord. Est-ce que c'était de nature à vous effrayer quand vous avez écouté, je dirais, non, le parcours, les vécus des uns et des autres? Est-ce que vous avez eu des moments de frayeur pour dire, mais attention, donc la presse a connu ces moments difficiles par le passé? Est-ce que ça vous a fait un tic au cœur? Oui, sous ce régime, bon, il n'y avait pas de quoi qu'on s'étonne. Oui. Parce que c'est... Sous le régime de l'époque, vous voulez dire? C'était le parti unique. Oui. Donc la presse était la presse d'État, tout était régenté. Mais avec à l'avènement de la conférence nationale, grâce aux recommandations, aux décisions qui ont été adoptées, c'est qu'il a été décidé que la presse soit libéralisée. Alors, que dire de la liberté de presse au Bénin aujourd'hui, 35 ans après? Qu'est-ce que, si vous devez vous prononcer sur la liberté de presse en passant par le travail, le combat qui a été fait par les aînés et autres, que peut-on dire de la liberté de presse au Bénin aujourd'hui? Ça fait partie quand même des acquis, comme vous-même vous l'avez souligné, ça fait partie des acquis de la conférence nationale. Ça fait partie des acquis que nous devons travailler à protéger, à promouvoir et à sauvegarder. D'accord. Et si je dois parler de l'État, si c'est l'État de la liberté de presse, 35 ans après, je pense que les choses ont évolué. On ne peut pas parler de la presse au Bénin aujourd'hui en 2025, comme on en parlait en 1988, en 89 ou en 90. Nous, on n'était pas acteurs en 88, mais quand nous sommes venus voir quand même des gens qui étaient déjà là. D'accord. Dont certains ont pris part, c'est-à-dire certains ont vécu ce qui s'est passé. Mais ce que nous retenons, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on peut dire qu'il y a un certain dynamisme dans le secteur des médias. Avec la loi de 1997 sur la libéralisation de l'espace audiovisuel, il y a eu beaucoup de chaînes de télévision. L'institution de régulation qui a été décidée, qui a été mise en place en 1994, a procédé à l'attribution de fréquences à des opérateurs privés, ce qui n'était pas le cas. Et avec le temps, les confrères, les journalistes ont été ciblés dans les rédactions qui ont commencé par fonctionner avec des gens qui avaient les formations sur le tas. Beaucoup ont bénéficié des formations à l'étranger, dans les écoles professionnelles de formation. Avec le temps, l'État béninois aussi s'est doté d'écoles professionnelles de formation. Donc je constate quand même que avec tout ça, ce sont des avancées. Les privés sont... Peut-on parler d'émancipation de la presse? Les universités privées forment pour les métiers, au métier de l'audiovisuel. L'État aussi forme au métier de l'audiovisuel. Je rappelle qu'à l'université d'abord un clavier aussi, il y a une école qui s'en occupe. Or, je crois, dans les années 2002, 2003 jusqu'à 2004, 2005, quand on faisait notre entrée dans la presse, il n'y avait pas d'école de formation. C'était des ateliers de recyclage, de mise à niveau qu'il fallait organiser. De renforcement de capacité. Il fallait sélectionner les journalistes dans les rédactions. Et il y a d'émancipation dans le secteur de votre analyse de la situation. Vous pensez que le secteur des médias... Du point de vue de la création des entreprises de presse, je pense que les choses ont évolué. Maintenant, ce qui reste, c'est la prise en charge réelle des besoins des entreprises et des professionnels des médias. C'est sur ça que nous travaillons et qu'il va falloir renforcer cela. Parce que si la loi permet que le privé intervienne dans le secteur, il faut que la loi encadre davantage dans quelles conditions le privé intervient dans le secteur, en ayant pour souci premier de garantir la liberté du journaliste qui est employé et ses conditions de vie. C'est important. Et pourquoi pas ces conditions de travail? Pourquoi pas ces conditions de travail également? Oui, c'est de ça que je veux parler. Ces conditions de travail, de vie, les commodités qu'il doit avoir dans la rédaction, lui-même pris individuellement, sa situation sociale, tout ça doit être pris en compte. Je pense que lorsque nous avons fini de régler les problèmes liés à la création, parce que la plupart des problèmes récurrents que nous soulevons viennent du secteur privé des médias. Dans le public, ils ont dépassé certaines choses. Donc la plupart des problèmes se posent au privé parce que la loi sur la loi 97-10 portant libéralisation de l'espace audiovisuel n'a pas permis
a donné c'est-à-dire la possibilité au privé de venir dans le secteur, Oui. mais n'a pas encadré suffisamment dans quelles conditions Oui. il fallait faire les Il n'y a pas eu investissements assez... pour sauvegarder, pour Oui. sécuriser l'emploi dans le secteur. D'accord. Et sécuriser également l'employé. Et sécuriser, oui. D'accord. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Pour sécuriser le travail du journaliste, du cadre, du Oui. réalisateur, de tous ceux qui De toute interviennent, l'équipe qui travaille. notamment dans les médias du secteur privé. D'accord. Et quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui se passait avant 90 que nous avons parcouru, Oui. que les aînés nous ont restitué dans différentes communications, Oui. lorsque vous mettez tout ça ensemble, il faut dire quand même qu'il y a eu des avancées. D'accord. Parce qu'il faut regarder d'où est-ce que nous venons et là où nous en sommes. Il y a eu des avancées. Oui. Et Est-ce que vous pensez qu'on peut mieux faire? On peut mieux faire. D'accord. On peut mieux faire en tenant compte des expériences Oui. des aînés, de ceux qui étaient là avant, Oui. de ceux qui ont pris part aux décisions Oui. et ceux qui ont eu la chance de rendre les décisions applicables, de les expérimenter afin de pouvoir détecter les failles éventuelles pour qu'on puisse améliorer les choses. J'ai le ferme espoir que cette amélioration va venir. L'amélioration va venir. D'accord. Et Alors, que, à la conférence nationale, n'est-ce pas, entre autres décisions, en tout cas en ce qui concerne la profession des journalistes, il y a eu la naissance de la HAC à l'époque. Quelle lecture faites-vous du fonctionnement de la HAC de 90 à aujourd'hui? Je veux rappeler que lorsque je suis tombé sur les documents ayant relaté un peu comment les choses se sont passées, oui. Après la lecture de quelques vidéos aussi qui ont été tournées à l'époque, il y a deux choses qui me sont restées à l'esprit. C'est le jour de l'intervention d'un ancien journaliste, un doyen, il s'appelle Sébastien Agbota. D'accord. Non seulement j'ai lu, mais j'ai suivi une vidéo lorsque, avec l'ancien secrétaire général du syndicat de l'audiovisuel, Guillaume Atibé, lorsqu'ils ont pris la parole et ont exposé les conditions de travail de certains journalistes de l'époque. C'est ça. Qui les ont poussés à émettre l'idée qu'il faut qu'on se penche sur la situation de la presse. D'accord. Et de recommander enfin que pour sa promotion et sa protection, qu'il faut que l'État prenne la décision maintenant de mettre en place une institution qui puisse jouer ce rôle. D'où la naissance de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je rappelle que le doyen qui a parlé, il fut aussi conseiller dans la première mandature de la HAC 94 Sébastien Agbota. Oui. Donc, quand vous parcourez ça, vous voyez que la préoccupation de ce que le Bénin puisse disposer d'une presse libre et responsable, et pour assurer une certaine indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir d'État, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de notre temps. C'était une préoccupation des aînés. D'accord. Et tout ce qui a été fait jusqu'à 35 ans après, je pense que ils sont encore là, ils sont en train de voir. Oui. Il y a eu des couacs, certes. D'accord. Mais je dirais que les couacs aussi sont inhérents au fonctionnement normal de toute institution. Alors, on se pose la question de savoir, puisque la HAC, en émettant l'idée, entre autres, c'était aussi bien de protéger le journaliste, pour ne pas dire les professionnels des médias, c'est également faire leur promotion et autres. Est-ce que vous pensez que l'institution de régulation, la HAC, de ce temps à aujourd'hui, est restée dans ce canevas de protection et de promotion du journaliste? Oui, ici c'est... Je pense que... On sent la HAC beaucoup plus gendarme pour faire court. Bon. Je dirais que... quand on parle de la liberté de la presse, il faut observer sous tous les angles possibles. D'accord. La liberté de la presse... La liberté de la presse, ça ne veut pas dire aussi de laisser aller, ça ne veut pas dire de la pagaille non plus. La liberté de la presse aussi, c'est pourquoi on a l'habitude de dire liberté, responsabilité. D'accord. Et la liberté de la presse libre et responsable. Aussi, oui, la liberté de la presse s'entend aussi journaliste bien formé et bien cultivé. D'accord. Et sur ce point, par exemple, je puis dire que depuis 30 ans,
La HAC a joué un grand rôle dans la formation de recyclage des journalistes. Oui. À travers différents programmes de mise à niveau, de recyclage, et ainsi de suite. Voilà. Donc, sur ce point, je pense que le journaliste qui est bien cultivé, qui est très bien formé, est à l'abri de la manipulation. Oui. Maintenant, si au plan social, il est encore bien pris en charge, il est davantage à l'abri de la manipulation. Parce que le risque premier de tout journaliste qui est face à l'information, le risque premier, c'est la manipulation. D'accord. Toute personne qui lui apporte une information, s'il n'a pas un intérêt, c'est qu'il y a un risque de manipulation. Oui. Et c'est pourquoi il doit prendre le recul nécessaire et procéder aux vérifications nécessaires, ce que nous a dit le code de déontologie. Et puis, je pense que le problème est... D'accord. Toujours dans la corporation, il y a la question de la carte de presse et de sa valorisation. Je voudrais qu'on table un peu sur la question de la valorisation de la carte de presse telle qu'elle est annoncée. À quoi devrait servir la carte de presse en temps normal? Bon, si vous voulez parler de la carte de presse, la carte de presse est instituée par la loi. Oui. La loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, à l'article 21, c'est clair. Et à l'article 24 dit que les articles 21 et 24, c'est clair là-dessus. Donc, c'est l'instrument, la pièce d'identité du professionnel des médias qui est en activité. C'est ça. Et si vous sortez d'une école de formation professionnelle en journalisme et que vous garez votre diplôme et que vous avez envie de faire autre chose, peut-être aller faire de la pisciculture ou d'aller vendre dans une boutique de divers, vous n'avez pas besoin de la carte de presse parce que vous n'exercez pas. Mais si vous êtes en activité dans une rédaction régulière, c'est que il vous faut la carte de presse. La carte de presse, c'est ça qui témoigne de ce que vous exercez la profession. C'est une pièce d'identité qui permet aussi à l'instance de régulation d'avoir une idée de tous ceux qui travaillent dans le secteur des médias. D'accord. Parce que quand vous prenez par exemple la loi organique 2022-13 du 5 juillet 2022 sur la HAC, la loi organique de la HAC, l'article 11 précise que c'est la HAC qui délivre la carte de presse. Ça veut dire que la HAC détient le fichier de tous les professionnels des médias qui travaillent. Et d'ailleurs, la loi portant code de l'information et de la communication fait obligation aux promoteurs des entreprises de presse de déclarer à la HAC et aux services compétents du ministère en charge du travail tous leurs collaborateurs qui interviennent dans la rédaction. Aux promoteurs d'organes de presse? Non, aux promoteurs. C'est le promoteur, c'est celui qui acte, c'est le promoteur qui sait ceux qu'il a recrutés pour travailler. D'accord. Alors donc, si nous devons faire respecter les dispositions de la loi, c'est que quand vous prenez un promoteur d'organes de presse, la loi lui fait obligation de déclarer à la HAC et aux services compétents en charge du ministère du Travail, et quand je dis services compétents, généralement il s'agit de la CNSS, que vous devez faire la déclaration de tout cela. De vos collaborateurs qui ont vraiment le titre de professionnel de médias. Ça veut dire qu'ici nous sommes à Canal 3, en temps normal, tous les professionnels des médias qui interviennent ici à Canal 3, journalistes, cadres, techniciens, tout ça, leur fichier, la HAC doit avoir connaissance de ce fichier. D'accord. Quand c'est comme ça, ce n'est pas forcément parce que il faut le voir de façon positive aussi. Pourquoi? Parce que ça permet à l'institution, en termes de formation ou de recyclage, par corps de métier, de savoir ce qui doit être privilégié et où est-ce que le besoin se fait sentir et adapter les curricula. C'est aussi ça. Donc c'est très important. Alors quand on a fini de dire ça, est-ce que dans la pratique, vous pensez qu'à la carte de presse, on y donne de la valeur? Le détenteur de la carte de presse, parce que pour certains professionnels des médias, c'est un peu comme si c'était une carte de trop, ça ne sert pratiquement à rien, on est presque ridiculisé par endroit. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Non, les choses ont évolué sur ce chantier. Ah bon? Je dois le dire, honnêtement, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle manière de voir les choses parce que nous avons constaté qu'il y a une mandature de la HAC qui comprend ce dossier et qui prend le dossier au sérieux. D'accord. Et quand vous parlez je ne vais pas parler tout de suite des avantages liés à la carte de presse parce que il faut sécuriser l'instrument davantage, valoriser l'instrument et aboutir aux avantages. Mais sur ce chantier, je pense que les choses ont évolué. D'accord.
Et quelles étaient les choses avant peut-être cette mandature de la HAC dont vous parlez, qui fait un grand effort pour peut-être améliorer les choses? Quelle était la situation de la carte de presse, en tout cas sa valeur et ce qu'il fallait lui accorder? Non, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la plupart des professionnels des médias qui interviennent dans le secteur ont conscience aujourd'hui que c'est important pour eux de constituer leur dossier pour avoir la carte de presse, pour se conformer à la loi, ne serait-ce que pour se conformer à la loi. C'est très important. Oui, ça c'est un aspect non négligeable. Ce qui permet aussi à l'organe de régulation d'avoir une vue claire du personnel de la presse, de ceux qui travaillent dans les entreprises de presse. Ce qui permet, parce que vous ne pouvez pas adopter des politiques lorsque vous n'avez pas les chiffres. D'accord. Vous avez des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans le métier, qui n'ont jamais été détenteurs de la carte de presse. Dans le même temps, vous avez des gens qui ont quitté le métier il y a 10 ans, il y a 15 ans. D'accord. Est-ce que en temps normal, ceux-là, c'est obligatoire qu'ils existent encore dans les fichiers? C'est obligatoire parce qu'ils ne paient plus dans les entreprises de presse, ils ne sont nulle part. Donc, savoir qui sont ceux qui travaillent dans le secteur des médias, que ce soit à titre d'employé ou freelance, avoir une idée de tout cela et que l'instrument soit davantage sécurisé et que nous puissions maintenant parler des avantages y afférents. Et j'ai le ferme espoir que ce chantier va aboutir parce que nous voyons déjà tout ce qui se fait. D'accord. Alors sur le chantier de la régulation, on sent que la mandature de la HAC, en tout cas la HAC actuelle, fait face à une réalité parce que les mandatures qui ont précédé ou des mandatures en tout cas qui ont fait leur expérience ne faisaient pas face aux questions du numérique. Aujourd'hui, il y a le numérique qui intervient, on a les réseaux sociaux et autres qui existent. Est-ce que c'est une tâche facile dans la pratique pour l'institution? Bon, je suis en train de constater que vous êtes en train de focaliser le débat sur les médias. Non. C'était pour donner le regard de la jeunesse sur les acquis de la conférence. Sur les acquis de la conférence. Maintenant, si vous estimez que c'est parce que la liberté de la presse aussi fait partie des acquis, bien nous sommes en train de rentrer dedans. Oui, voilà. Donc, si c'est ça, et je vais dire que... Très rapidement. Je vais dire que depuis l'avènement de Internet, et après l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de choses ont évolué dans le mouvement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'information qui circule sur les sites, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Et vous avez aussi les médias conventionnels qui ont aussi des relais sur leurs différentes plateformes et autres. Le défi que cela exige aujourd'hui, c'est que il faut de nouveaux instruments, de nouvelles politiques et de nouvelles réflexions pour faire face aux techniques de régulation des médias en ligne. D'accord. Puisque en réalité, au moment où on mettait en place les différentes instances, on n'avait pas idée qu'aujourd'hui il sera possible de faire face à tout ce que nous avons. Donc il faut réadapter et réorienter les politiques. C'est là où je voudrais apprécier le travail qui est fait par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, qui a procédé avec les associations professionnelles à la relecture, par exemple, du code de déontologie de la presse béninoise. D'accord. Et le nouveau code embrasse bien le champ d'application des médias en ligne. Alors, Michel Arounon, le temps est vite passé. Je voudrais votre conclusion sur les leçons que la jeunesse devrait tirer, je dirais, de ces assises de 1990, la conférence nationale, bien entendu. Quelles leçons on peut tirer? La nouvelle génération. La principale leçon, c'est que il faut se projeter dans l'avenir en ayant un regard au passé de ce qui s'est passé et quel était l'engagement des acteurs et qu'est-ce que les jeunes de 35 à 40 ans aujourd'hui qui ont appris ce qui s'est passé par l'histoire peuvent faire pour apporter leur contribution positive à l'édification d'une nation prospère dans laquelle on aura une économie prospère, une presse prospère, une éducation, un système d'éducation confortable, de qualité qui répond aux normes et qui s'adapte aux différentes réalités qui s'imposent à nous avec l'avènement du tout numérique, les médias sociaux et autres. Donc, je pense que
ce qu'il y a de principal, c'est que quel que soit là où chacun se trouve, que chacun joue bien sa partition, que chacun joue son rôle. C'est comme une pièce de théâtre, lorsqu'il y a un acteur qui joue mal son rôle, oui, toute ça, la pièce... ça fait mal orienter les choses. Merci. Michel Arounon, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On était avec Michel Arounon, journaliste, qui est venu, n'est-ce pas, partager avec nous son regard sur la conférence nationale de 1990 en tant que jeune. Quelques aspects abordés, bien entendu, dans la corporation, le métier donc de journaliste. Comme je l'annonçais, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.